Pour compléter ce paysage des maladies tropicales, de l'immunologie, je vais tout de suite appeler sur scène le professeur Kazatchkine. Je ne crois pas que mieux que lui, effectivement, est capable effectivement, de nous donner à la fois l'atmosphère, l'ambiance. Je rappelle qu'il est aujourd'hui secrétaire général, c'est ça ? Envoyé pour l'Europe centrale et l'Asie dans le domaine du sida et de certain nombre d'autres pathologies. Il est aujourd'hui, en fait, dirige en fait l'Institut d'études pour le développement international, c'est ça ? Donc je lui laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bon anniversaire à tous et merci à DNDi, merci au conseil d'administration, merci à toi Bernard de cette invitation. J'avais hésité entre parler français et anglais. Je vais parler français. Finalement, c'est une bonne occasion de parler français. Je suis très heureux de le faire ici à l'Institut Pasteur. Christian est très heureux de te revoir ici. Ce que j'aimerais faire dans les minutes qui viennent, c'est finalement, à travers le prisme du sida, et quelque part de la tuberculose et du paludisme, mais essentiellement du sida, réfléchir à ce qui a fait le succès et ce qui a construit le progrès extraordinaire qu'on a vu dans les 10-15 dernières années. Et puis ensuite, essayer de dessiner, en tout cas, la façon dont je vois le nouveau paysage que Marcel Tanner et d'autres ont évoqué dans leurs propos introductifs, pour s'interroger sur qui sont, où sont maintenant les maladies négligées, les malades négligés, et dans un paysage de pathologie, de contexte social, géopolitique, qui s'est considérablement modifié par rapport au concept, disons, nord-sud du début des années 2000. Alors j'aimerais d'abord rappeler ces progrès absolument remarquables auxquels on a assisté. Sur le sida, vous le savez, en 2001, 3,2 millions de nouvelles infections par an, une infection en croissance, 100 000 personnes au plus accédant au traitement antirétroviral dans le monde en développement. 10 ans plus tard, en 2012, la courbe épidémique est inversée. Le nombre des nouvelles infections décroît à 2,3 millions par an. Pour les enfants, vous voyez, de 620 000 à 260 000. La mortalité du sida a reculé de 25% dans les 5 dernières années et c'est maintenant 10 millions de personnes qui accèdent au traitement antirétroviral dans le monde en développement, avec un accès, je reviendrai là-dessus, à de nouveaux médicaments, à des tests diagnostiques qu'on appelle point of care, au lit du patient, et une recherche qui se réoriente singulièrement ici à l'Institut Pasteur vers maintenant la découverte d'un médicament éradicateur du virus. Sur la tuberculose, en 2013, une incidence en pourcentage et en chiffres absolus qui baisse. Le fait que ça baisse en chiffres absolus est essentiel compte tenu de l'évolution démographique de la population. Depuis 2004, la mortalité de la tuberculose a reculé de 30% dans les dernières 25 années. Et sur les 9,5 millions de nouvelles infections qui surviennent dans le monde, l'année dernière, 65% ont été identifiés, ont conduit à un traitement avec une chance de succès d'environ 85%, c'est-à-dire que l'on n'est pas très loin d'atteindre les objectifs de l'Organisation mondiale de la santé et les objectifs du millénaire pour 2015. Et comme vous le savez aussi, de nouveaux tests diagnostiques, y compris pour le diagnostic de la tuberculose multirésistante, sont maintenant disponibles et un certain nombre de médicaments sont, pour les uns récemment brevetés et arrivent sur le marché, et pour de nombreux autres sont quelque part dans le pipeline. Enfin, sur le paludisme, en 2001, 1 million de décès, pas de moustiquaires imprégnés, pas de tests diagnostiques rapides, pas de traitement pour surmonter les résistances aux drogues, aux médicaments conventionnels. En 2012, une mortalité du paludisme qui a diminué de 40%,
dans les pays endémiques d'Afrique, des tests qui sont maintenant disponibles, des combinaisons à base d'artémisinine qui sont largement disponibles, et environ 75% de couverture des besoins en termes de moustiquaires imprégnés dans les pays endémiques d'Afrique. Si bien que, finalement, quand je regarde en arrière, au fait que certains d'entre nous, beaucoup d'entre vous dans la salle ont participé à cette grande aventure, mais aucun d'entre nous, je crois, n'aurait anticipé en 2000 ou n'aurait été prêt à anticiper où nous sommes aujourd'hui. Pour ça, c'était quelque part de l'utopie, et c'est pour ça que, Marcel, je partage votre enthousiasme sur ce que peut apporter la recherche d'amont, mais aussi, et c'est là qu'on va en venir, et c'est l'objet de DNDi, comment cette recherche d'amont, finalement, peut se traduire par quelque chose qui va servir les besoins des populations les plus négligées. Alors, j'aimerais maintenant analyser un certain nombre de facteurs qui, pour moi, ont été à l'origine de ce succès des 10 premières années ou des 15 premières années de ce mouvement contre les grandes pandémies. D'abord, à la fin des années 90 et au début des années 2000, un changement complet dans la façon de penser la relation entre le développement et la santé. Dans les années 70, dans les années 80, les gens pensaient qu'il fallait aller vers le développement économique et que la santé allait découler comme une conséquence naturelle du développement économique. Et puis, avec l'épidémie du sida, qui érode le capital humain, on comprend quelque part qu'il ne peut pas y avoir de développement économique avec des gens qui ne sont pas en bonne santé. Ça paraît simple à dire, mais ce changement de paradigme et de façon de penser est arrivé quelque part à la fin des années 90. C'est que la santé, au lieu d'être une conséquence du développement, est en fait un prérequis indispensable au développement. Ce qui fait que la santé ne doit plus être considérée comme une dépense, mais comme un investissement. Et c'est aussi l'époque à laquelle un certain nombre d'économistes et d'intellectuels vont venir, et le PNUD, au concept de bien public mondial qui a déjà été évoqué par certains orateurs ce matin. Et c'est certainement quelque chose qui a largement contribué à faire que 3 des 8 objectifs du millénaire portent sur la santé et à ce que près de 40% des indicateurs de suivi des objectifs du millénaire sont en fait des indicateurs qui relèvent de la santé. Et quelque part, cette façon de penser, je crois, est validée. Voilà une diapositive qui est tirée du dernier rapport du Programme des Nations Unies sur le développement et qui montre, vous le voyez, une corrélation positive très claire entre ce que les pays, en 2000, avaient décidé d'investir dans la santé et l'éducation et la progression de l'index du développement. Vous voyez que ce sont très clairement les pays qui ont choisi d'investir largement dans la santé et l'éducation qui sont ceux qui, sur une période de 10 ans, ont progressé le plus en termes d'index du développement. Parmi les autres facteurs clés de ces progrès que j'ai évoqués, un certain nombre figurent sur cette diapositive. La mobilisation sociétale et l'activisme. On a parlé du rôle de MSF à l'origine de DNDi. Le leadership politique. Les ressources, bien sûr, qui suivent le leadership politique. Des progrès dans la recherche et les technologies. Des progrès considérables et des changements considérables dans la façon de venir avec les soins. Et MSF a joué un rôle important dans ce domaine, et aussi des changements plus complexes dans la façon dont la santé mondiale se trouve gouvernée, et bien sûr aussi une attaque frontale, commencée par le Brésil et des associations, au système de la propriété intellectuelle, qui reste un obstacle considérable dans sa structure à l'accès aux soins pour les plus démunis. Je rappelle juste 2-3 étapes ici. Pour l'activisme, j'aimerais rappeler cette déclaration du juge Cameron, juge de la Cour suprême d'Afrique du Sud, qui, devant 10 000 personnes à la conférence de Durban en 2000, avait dit « Si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai les moyens de payer pour ma vie ». Un acte
au moment où il parlait de ça et révélait sa séropositivité, une intervention extrêmement forte et bouleversante qui, pour moi, personnifie et symbolise ce mouvement vers l'équité et l'accès aux soins du début des années 2000. À la même époque, le G8 à Okinawa, sous la présidence du Premier ministre Mori, se réunit et décide de lancer une grande initiative contre les maladies infectieuses, largement inspirée de la façon de penser dont je viens de parler, mais aussi, il faut l'avouer, pour des raisons sécuritaires. Mais c'est à partir de là qu'est née, quelque part, un an plus tard, la première réunion du Conseil de sécurité sur le sida, la première résolution du Conseil de sécurité sur le sida, la première réunion de l'Assemblée générale des Nations unies sur le sida, puis les négociations de Bruxelles, la création du Fonds mondial et le départ de cette aventure qui a conduit, en tout cas pour ce qui concerne la lutte contre le sida, un budget annuel de près de 1 milliard de dollars en 2001 à être à 16-17 milliards de dollars par an en 2012-2013. Et puis, plus proche des préoccupations de DNDi, pour moi, des changements très importants. D'abord, une modification, un changement de la gouvernance ou de la gouvernance multilatérale qui évolue vers l'inclusion de tous les partenaires, la société civile, le secteur privé, les personnes atteintes, autant que les gouvernements. Le prototype, pour moi, c'est bien sûr le conseil d'administration du Fonds mondial, où la personne qui représente les malades et les personnes affectées a le même poids de vote que les États-Unis d'Amérique, qui contribuent de 1,1 milliard de dollars par an au Fonds mondial. Donc une évolution du multilatéralisme vers ce qu'on appelle maintenant dans le milieu académique le polylatéralisme, c'est-à-dire une gouvernance inclusive. De nouvelles formes de rendu, l'accountability, c'est-à-dire que les financements ne sont plus là, les financements de l'aide, en disant voilà, on vous apporte tel financement, puis dans 4 ans, vous nous rendrez un rapport sur ce qui a été fait, mais des financements basés sur la performance, qui sont à la fois en permanence des incitations au progrès. Des façons de délivrer, pardonnez-moi le franglais, ici, les traitements en aval, avec ce qu'on appelle le task shifting, où maintenant, ça a commencé en grande partie à Kayelitcha, bien sûr, des infirmières et des agents de santé font des choses que les médecins universitaires faisaient, que je faisais comme médecin universitaire à Paris dans les années 90. L'arrivée des doses fixes et des médicaments, 3 médicaments en un, et bien sûr de nouvelles approches à la question de la propriété intellectuelle avec la déclaration de Doha qui me fait beaucoup réfléchir au poids que finalement peut avoir une déclaration. Je pense à d'autres domaines qui nous concernent maintenant et qui vont arriver aux Nations Unies, comme les politiques publiques sur les drogues, plutôt que d'essayer vainement de renégocier des conventions. Quelque part, Doha nous montre que malgré toutes ces faiblesses, on a pu changer quelque part le paysage de l'accès. Et enfin, la santé, dans ces 10 dernières années, a pris une place politique et sur l'agenda politique. C'est très clair. Le diplomate doit de plus en plus parler de la santé, parfois contre son gré, parce qu'il considère cela souvent comme un domaine expert. Et un ministre de la Santé du Sénégal ou du Botswana doit maintenant, bien sûr, se préoccuper de la santé de ses concitoyens, mais aussi très largement de la santé à l'échelle régionale, continentale et internationale, et passe largement son temps maintenant, même dans des négociations diplomatiques, comme par exemple la signature du traité sur le contrôle du tabac, qui a valeur de traité, qui est donc un traité diplomatique signé au nom de la santé par des gens de la santé. Donc un paysage ou une interface entre santé, affaires étrangères, politique, qui devient beaucoup plus un gradient que des silos verticaux comme il l'était auparavant. Et maintenant, un paysage qui change, et qui change depuis 3 ans, assez rapidement. Quelques-uns des aspects de ces changements ont déjà été évoqués par d'autres. Des changements démographiques
et démographico-économique, une mondialisation qui est bien sûr très présente, mais qui, au plan politique, est moins qu'elle ne l'était au début des années 2000, une aventure globale collective. C'est beaucoup plus un monde multipolaire de grands pôles, l'Amérique latine et le Brésil, le continent africain, l'Europe, les États-Unis, l'Inde, la Chine, la Russie. Bref, les BRICS, quelque part, plus l'Europe et les États-Unis, beaucoup plus que cet élan très soudé, mais quelque part, qui se plaçait dans une logique nord-sud et qui existait au début des années 2000. Un monde qui s'urbanise et un monde, comme cela a été dit, qui s'individualise et qui se commercialise. Et la santé, certainement, n'est plus qu'une affaire de développement, c'est très largement un grand business international. Alors j'illustre cela, voilà la répartition des pays par leur santé économique, leur état économique en l'an 2000. En rouge, les pays à plus faible revenu, en bleu clair, les pays à revenus faibles, dans la tranche basse des pays à revenus intermédiaires, en bleu foncé, les pays à revenus élevés des pays à revenus intermédiaires, et en vert, les pays les plus riches. Voilà la carte en 2000, voilà la carte en 2010, et voilà la carte en 2020. Vous voyez un paysage qui change radicalement. Et en même temps que ces paysages changent, donc les pays sont en transition économique vers plus de richesse, mais en fait, ils le sont parce que les riches dans ces pays deviennent plus riches. Les pauvres, eux, restent pauvres ou demeurent encore plus pauvres. C'est illustré sur cette diapositive. Vous voyez la croissance du produit national brut par habitant en Afrique du Sud, mais la répartition de cette richesse dans le pays ne change pas, et vous voyez la part la plus importante reste aux 20% les plus riches, la part de loin, très loin la plus faible reste aux plus pauvres, alors même que le PNB est là. Donc ce à quoi l'on assiste, c'est que les populations les plus pauvres ne sont plus maintenant dans les pays pauvres, ou seulement pas dans les pays les plus pauvres, mais elles sont essentiellement, en majorité, vous voyez, pour 2 fois plus d'entre elles, dans les pays à revenus intermédiaires. Quelque chose qui doit certainement amener à réfléchir. Ensuite, dans ce nouveau contexte, bien sûr, moins de ressources du fait de l'impact de la crise économique et financière, moins, je crois, d'engagement politique autour des questions de santé, mais aussi, en général, autour de ce thème des biens publics mondiaux et de la solidarité mondiale. Je ne perçois plus le leadership qu'il y avait dans la première moitié des années 2000, avec un peu plus de timidité à s'engager dans le multilatéralisme. Beaucoup des grandes nouvelles économies restent prudentes ou préfèrent quelque part le bilatéral, je pense à la Chine singulièrement. Et enfin, toujours pas de progrès, au-delà de la déclaration de Doha, toujours pas de progrès dans le champ de la propriété intellectuelle. J'illustre quelques-uns de ces points. Vous voyez ici comment l'aide au développement en santé a cru de façon exponentielle de 1990 à 2012 et comment depuis 3 ans, elle plafonne et on s'attend à ce que probablement elle baisse en fait en 2013. Et tout cela dans une perspective où les économistes nous disent que les perspectives des capacités des États à financer la santé ne vont pas faire de gigantesques progrès. Vous voyez ici, si vous regardez les 2 colonnes de droite, que par exemple en Afrique subsaharienne, on dépense actuellement, en 2005, on dépensait $35 par personne par an à la santé, alors qu'on en dépensait 3300 dans les pays riches, et que la prévision est qu'en 2030, ce sera quelque part autour de $100 par an, ce qui ne donnera quand même pas une énorme latitude d'action de ces budgets nationaux. Enfin, comme je l'ai dit aussi, la santé, quelque part, change, alors que la santé était si clairement liée au développement il y a 10 ans. Maintenant, la santé est sur un agenda très différent et plus large. D'abord sur l'agenda économique. La santé est un énorme business de centaines de milliards de dollars
que ce soit les médicaments, que ce soit les services, que ce soit le diagnostic, que ce soit les ressources humaines. Et c'est un domaine de compétition économique entre les partenaires de ce monde multipolaire. La santé est sur l'agenda géopolitique. Elle est, bien sûr, c'est bien qu'elle soit servie par l'agenda géopolitique, mais on a aussi des exemples de ce que l'agenda géopolitique peut utiliser, voire instrumentaliser la santé quelque part. Elle vient sur l'agenda sécuritaire. Elle reste, et heureusement, sur l'agenda de la justice sociale et des droits de l'homme. Elle est de plus en plus sur l'agenda de la grande philanthropie américaine et internationale. Et quelque part, elle se noie un peu maintenant dans un agenda plus global de la crise qui inclut, bien sûr, l'accès à l'alimentation, le changement climatique, l'accès à l'énergie et l'accès à l'eau. Enfin, pour ce qui concerne le sida, puisque c'est l'exemple dont je pars, un contexte épidémique qui change, avec en fait des progrès qui vont beaucoup plus vite dans certaines régions que dans d'autres régions du monde, pratiquement pas de progrès dans les 15 dernières années dans ce qu'on appelle les épidémies concentrées, c'est-à-dire chez les personnes les plus vulnérables, les usagers de drogue, par exemple. Et on s'aperçoit qu'en aval, des obstacles sociaux, culturels, politiques viennent en fait barrer l'accès aux outils accessibles ou qui devraient être accessibles dont on dispose. Et enfin, des économies en transition. Je pense singulièrement à la région sur laquelle je travaille maintenant, l'Europe de l'Est, qui ne savent pas encore ou qui ne veulent pas finalement investir dans ces maladies et dans ces malades. Je l'illustre rapidement en vous montrant ici comment l'épidémie du sida évolue actuellement en gris, dans la région Europe de l'Est, de façon totalement différente à ce qui se passe en Europe centrale ou en Europe de l'Ouest. En même temps que surgit la tuberculose multirésistante, vous voyez ici qu'en Europe de l'Est, maintenant, 15% des nouveaux cas de tuberculose détectés sont résistants et 50% des cas de tuberculose qui viennent pour le retraitement sont des tuberculoses multirésistantes. Les obstacles sont considérables, en particulier les obstacles législatifs. Cette photo est frappante parce qu'elle est dans un hôpital et on voit et les menottes et le fusil mitrailleur qui dépeignent le paysage dans lequel il faut qu'on discute maintenant de l'accès au traitement et de l'accès à la prévention. Ce qui fait, et c'est ma dernière diapositive, que dans ce paysage que j'essaye de dépeindre, on est quelque part en ce moment entre deux, et j'aimerais livrer cela à votre réflexion dans ces journées de DNDi où vous allez regarder le bilan de 10 ans et regarder en avant. On est dans une évolution des institutions du développement où certainement on est tous d'accord sur le fait que les institutions de Bretton Woods ont vécu, mais on n'est pas encore vraiment dans l'esprit des déclarations de Busan. On est dans un contexte géopolitique où on n'est plus dans un contexte nord-sud où il y a un G8 qui peut décider de s'embarquer sur une grande aventure collective pour et avec le Sud. On est dans un paysage multipolaire sans actuellement de leadership véritable sur ces questions, si ce n'est aux Nations Unies, mais les Nations Unies répondent à ce que demandent les États. On s'interroge sur le fait qu'il faut continuer à financer des maladies précises dans des financements verticaux ou financer de façon plus large la santé. On s'interroge, et mes dernières diapositives vous y invitent, à savoir à quel point l'effort doit porter sur les interventions biomédicales ou sur les efforts de transformation politique et sociétaux dans les pays pour que l'accès puisse se faire. Pour certaines maladies comme le sida, est-on encore dans un climat d'urgence ou est-on dans le climat d'une maladie chronique? Et toutes ces interrogations, je crois, se fondent dans le débat actuel sur le post-2015,
le post-2015, les objectifs post-2015, comprendront-ils des objectifs de santé ou, comme l'indique la citation d'un document récent des Nations Unies, entre guillemets, cette santé viendra dans une réponse beaucoup plus fumeuse, pardonnez-moi, je ne sais pas comment les interprètes traduiront ce mot, de all dimensions of sustainable development and the multi-sectoral response to create the environment that will facilitate health outcomes. Nothing wrong with that, mais où se trouve la santé? Sur quoi va-t-on mesurer comment va-t-on mesurer nos progrès? Est-ce que ce genre de cadre va vraiment créer un élan qui est celui que nous voulons tous au moment où nous voyons cet écart entre les riches et les pauvres devenir de plus en plus important et où une nouvelle population de maladies et de personnes négligées surgit dans le monde. Merci. Merci, professeur Casacin. C'était une magnifique, effectivement, description du monde qui nous entoure. Je crois effectivement qu'il va falloir que nous clore cette session d'ouverture. Il me restera à remercier l'ensemble, effectivement, des orateurs, à commencer par le professeur Bréchot, qui nous accueille, le professeur Tanner, le docteur Rieu et le docteur MacDonald. Merci à tous encore pour vos interventions.